Bonjour à toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié la vidéo d'hier. Il n'était pas prévu de faire une vidéo aujourd'hui et je vous avais donné rendez-vous pour jeudi, mais c'est une journée historique. Ça se passe une fois par décennie et ce depuis les 100 dernières années. Pivot de la Fed, aujourd'hui 20h, heure française. Je vais essayer dans cette vidéo qu'on va tenter d'écourter, de ne pas faire quelque chose de trop long, vous donner avec une quasi-certitude ce qui va se passer aujourd'hui et tout au long de cette formidable année 2024-2025. Restez bien avec moi jusqu'à la fin de la vidéo, ça va swinger aujourd'hui. On commence maintenant. Mais juste avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Score des Rois du Marché. Vous trouverez le lien dans la description. À l'intérieur, une documentation qui s'appelle la stratégie des 4 rois. N'hésitez pas à l'utiliser, vous en imprégnez et vous en inspirez pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement, que ce soit sur le court, moyen, long terme, voire très long terme. Moi, j'utilise depuis plusieurs années, mais offre d'excellents résultats et c'est complètement gratuit. En parlant de gratuit, je vous offre une formation qui est tirée directement du meilleur de l'Académie des Rois 2023-2024, 20 heures de masterclass, qu'il est extrêmement facile de récupérer. La seule condition, c'est de remplir le petit Google Doc et de vous inscrire via le lien dans la description sur BitGet, Swissborg ou DYDX. Si vous avez déjà BitGet, go sur Swissborg. Si vous avez déjà Swissborg, go sur DYDX sur BitGet et vice versa. C'est offert par les partenaires, 20 heures de masterclass. N'hésitez pas à en profiter et ce sera valide jusqu'à la fin du mois de septembre. On va parler Bitcoin. Qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui ? Ça va très probablement swinger. Pourquoi ? Parce que tous les acteurs du marché seront derrière leur PC. Donc, partez du principe qu'il va y avoir de la liquidité, donc de la volatilité, et très probablement des décalages de prix, et jusqu'à ce moment-là, beaucoup de faux signaux sur des toutes petites timeframes. Faites attention à vos leviers, faites attention à votre trading. La plupart des traders professionnels ne traitent pas ces journées de grande volatilité ou de grandes journées de liquidité. Généralement, ils laissent ça aux robots et ils attendent tout simplement des confirmations. Et actuellement, je n'ai pas ces confirmations. Mais on va aller, avant d'en parler, peut-être aller regarder du côté du consensus. Puisque j'ai quelques commentaires dans ce sens-là, notamment sur Twitter. Actuellement, c'est 0,25 points de base. D'autres diront c'est 0,50 points de base. Et je vais donner mon avis, mon opinion, ma perception de ce qui va se passer avec une quasi-certitude absolue lors de la décision de cette politique monétaire. C'est extrêmement simple. Je vais utiliser un site qui s'appelle Polymarket. Pourquoi Polymarket ? Parce que c'est du pari payant. Dès lors, lorsque vous allez chercher des analyses quantitatives par rapport à des insiders, des opérateurs, des analyses comme des économies sur des sites où on donne tout simplement notre ressenti, notre émotion, une perception très psychologique sur 0,25 points de base, 0,50 points de base, en fait, c'est du pipeau. Même si ça se rapproche souvent de la réalité. Lorsque vous décidez de demander, lorsque vous demandez à quelqu'un de dire « Ok, tu penses quoi du pivot ? Est-ce que tu penses que ça va être 0,25 ou 0,50 ? D'accord, combien tu mets sur la table ?» Et vous allez voir que vous allez chercher une autre réflexion, une autre perception beaucoup plus rationnelle par rapport à ce qui pourrait se passer, et c'est pas juste au doigt mouillé. Et c'est pour ça qu'il est important d'aller choisir ce site-là et de le regarder sur ce site-là, parce que c'est une représentation consensuelle quasi parfaite du consensus et d'un sondage aux petits oignons. Et actuellement, on a quoi ? Plus 0,25 points de base, 47%. 50 points de base ou plus, 52%. Alors 50 points de base ou plus, on peut dire c'est juste plus 0,50 points de base, plus 0,5 points de base. 52%. Dès lors, je vais vous donner exactement ce qui devrait se passer sur le marché lorsque nous aurons ces résultats à 20 heures. Si vous avez plus 0,25 points de base, 47%, vous allez décevoir 50% du consensus. Donc, si vous décevez, ça va baisser. Je vous le dis en toute franchise, ça baissera. Maintenant, si vous passez à 0,50 points de base, vous allez surprendre agréablement 47% du consensus. Logique, c'est binaire, c'est positif, ce sera haussier. Donc si c'est 0,25 points de base, ça va saigner. Si c'est 0,50 points de base, ça va pumper. Mais pumper de façon très franche. Vous aurez une belle bougie verte. Maintenant, je ne vous dis pas où est-ce qu'elle va clôturer cette bougie verte. Je vous dis juste que vous allez avoir une belle bougie verte. Et si vous avez 25 points de base, vous allez avoir une belle bougie rouge. Mais maintenant, je ne vous dis pas où est-ce que ça va clôturer cette belle bougie rouge. Donc faites attention à vos faux signaux. Maintenant, on va repartir dans l'analyse chartiste, avec une réelle rationalité, sans aucune émotivité, en prenant en considération cette journée. C'est très simple.
Moi, je veux en fait des confirmations. Et ces confirmations, je ne les ai pas pour le moment. Soit on vient craquer les 52 000 $. Il faut vraiment les claquer, ces 52 000 $, affranchir de ces zones de rechargement court terme et accepter au-dessus des 65 000 $. Là, si on accepte là-dessus, si on clôture au-dessus des 65 000 $, ça fera une émotion. On attendra une confirmation, une latéralisation et on jouera l'accélération. Ce que les boules ne voudront pas voir ici, ce sont des réintégrations. Nous n'y sommes pas. Et dans le même temps, soit dit en passant, vous regardez au niveau du RSI, je crois que je vous en ai parlé au début de la semaine, si on vient à claquer en fait ce magnifique trendline au niveau du RSI, ce sera probablement un signal avant-gardiste de ce qui pourrait se passer, même si la bougie, même si vous avez une belle impulsion haussière, qu'on ne vient pas chercher les 65 000 $, mais qu'on reclôture aux alentours des peut-être 62, 63 000 $. Sous-entendu, on a 0,50 points de base d'augmentation, et ben vous aurez peut-être un signal en avant, on viendrait sur le cours venir chercher la liquidité, sans pour autant clôturer, on aura clôturé au-dessus de là, et derrière, accélération, accélération. Donc c'est ça qu'on jouera, en tout cas c'est ça que moi personnellement j'attends sur des petits time frames, 4 heures daily actuellement. Si on prend ces time frames 4 heures daily hebdomadaires, partez du principe que nous sommes toujours sur des flux baissiers actuellement. Donc si vous devez jouer quelque chose de façon rationnelle, jouez la baisse. Je vous inviterai chaudement à jouer cette baisse. Si vous voulez la jouer dans les flux, parce que c'est baissier actuellement sur des petites time frames, commencez à partir de demain, pas aujourd'hui, c'est peut-être pas une meilleure idée puisqu'on devrait se faire éclater des stops. On dit également souvent au niveau de l'adage. 1. Généralement le premier qui bouge perd. 2. Buy the rumor, sell the news. Et actuellement, d'un point de vue technique, et c'est ça qu'il faut prendre en considération, et j'espère que c'est pour ça aussi que vous me suivez, attendez bien vos confirmations. Je ne vous parle pas si vous tradez en 5 minutes. Si vous tradez en 5 minutes aujourd'hui, bonne chance. Je ne pense pas qu'il y ait un trader professionnel qui va trader aujourd'hui entre 19h et 22h. Je vous le dis en toute franchise, parce que ça va swinger dans tous les sens. Donc faites très attention à ça. C'est vraiment mon gros disclaimer. Soit vous l'avez fait, vous l'avez pris hier, ou vous avez pris le petit play hier, il n'y a pas de problème, parce que ça pouvait être positif et le S&P 500 est plutôt bullish. Soit vous l'avez pris bien avant. Où est-ce qu'il fallait le prendre en fait, le play ? Ici en fait. Le plus tard pour le long, c'était ici. Vous venez chercher une trendline baissière. On achète des trendlines baissières. On vient combler un fair value gap sur des time frames 4 heures. Vous ne pouviez pas mieux espérer. Avec des confluences, notamment sur des moyennes mobiles. Vous allez chercher un 0,382. Premier arrêt de tout le précédent mouvement. Bon, si vous ne voulez pas jouer avec une ou deux confirmations, attendez peut-être une troisième confirmation. Qu'est-ce que c'est ? Divergence, 4 heures. Acceptation au-dessus de cette bougie, 55 000, 56 000 $. Vous avez déjà pris vos profits. Pourquoi ? Parce que c'est ici que vous prenez vos profits de long. Donc le long, petite time frame. Donc petit time frame, ça veut dire confirmation 4 heures. Je le joue en 15 minutes. La validation rare. 2 TP, terminé. Vous n'êtes plus sur le marché. Donc si vous voulez jouer du long, trop tard sur ces time frames-là. En tout cas, moi personnellement, je ne les joue pas. Si je dois jouer quelque chose, c'est du short. Mais actuellement, je ne le jouerai pas. Donc moi, je ne ferai rien puisque je ne joue pas des shorts sur des petites time frames dans des journées de liquidité et de volatilité extrême. Ça va swing. J'espère que je vous ai aidé par rapport à ça. Et il y a la liquidité qui est en train de s'empiler. Et ce, des deux côtés. J'avais envie de voyager avec vous et d'aller très loin avec vous et d'être le plus précis possible. Je vous explique. Aujourd'hui, c'est une journée historique. Le timing est quasiment parfait. Pourquoi le timing est quasiment parfait ? Parce que il y a eu un événement, il y a une vingtaine d'années quasiment, sur le pivot de la Fed. Le timing est tout simplement parfait. Le pivot de la Réserve fédérale américaine a eu lieu le 18 septembre 2007. Les indices S&P étaient au plus haut. Ce jour-là, la Fed a réduit son taux directeur de 50 points de base, passant de 5,25 à 4,75. Vous faites un copier-coller de ce qui s'est passé en 2007. On sait exactement ce qui s'est passé après. Dès lors, on va essayer de le débanquer ensemble. Et comment je vais le faire ? C'est extrêmement simple. Je ne vais pas aller sur les S&P 500 pour la simple et bonne raison que ma perception vis-à-vis du marché crypto, puisque c'est le marché crypto qui nous intéresse, n'est pas considérée comme des securities multisecteurs. Le S&P 500 réunit les 500 plus grosses entreprises multisecteurs des États-Unis d'Amérique. Les crypto-monnaies représentent le top 500 ou le top 1000, si vous voulez, le total market des crypto-monnaies représente l'ensemble des marchés multisecteurs des crypto-monnaies sur le secteur des crypto-monnaies à l'ensemble de la planète. Mais posez-vous cette question. Est-ce que on est réellement multisectionnaire dans une adoption massive par rapport à des changements d'usage, ou est-ce que les crypto-monnaies doivent aujourd'hui et encore être considérées comme des valeurs technologiques ? Vous allez me dire plutôt valeur technologique. Or Bitcoin, Commodities, on est d'accord si vous suivez mon raisonnement.
Donc je vais aller sur le S&P, sur le Nasdaq et non pas le S&P 500. Et vous allez voir, on va faire un joli voyage ensemble. J'espère que vous pouvez faire cet exercice. Je vous invite à le faire sur le S&P 500 si vous le souhaitez. Ça ne va pas beaucoup diverger par rapport à la règle. Aujourd'hui, 20h, 18 septembre 2024. Avant cela, nous nous retrouvons avec une journée exacte. Donc on ne se ment pas. Je ne veux pas prendre le mois, je ne veux pas prendre l'année. Moi, je veux prendre le jour avec vous. Et c'était le 31 juillet 2019. Pivot de la Fed. Que s'est-il passé ? On était en train d'encadrer très exactement ici quelque chose d'important. Il s'appelait la récession, pour information. Ça faisait depuis un an qu'on nous expliquait qu'il y avait le pivot, enfin le cross au niveau des taux directeurs américains et qu'on jouait la récession. On ne va pas reprendre tous les lives qu'on a fait précédemment sur les 3 dernières années avec JP Morgan qui avait un espèce de drapeau noir pour dire on est en récession, on est en récession, on est en récession. Il y a eu un crack boursier, il y a eu un pivot qui a été initié ici et c'était plutôt baissier. Peut-être que le consensus attendait à ce moment-là peut-être 1 point de base, 0,75 points de base. La question reste complètement ouverte. En tout cas, ça n'avait pas été très bullish, tout simplement. On va revenir encore dans le passé. Et on va revenir sur un pivot de la Fed. Donc au moment où, pas qu'on l'a augmenté, mais au moment où on l'a baissé. C'était très exactement, et je dis bien très exactement, le 18 septembre 2007. Je crois qu'on aime bien les 18 septembre au niveau des banquiers centraux. Vrai ou faux ? 18 septembre 2007, pivot de la Fed. Et on a baissé à ce moment-là, je ne sais plus de quoi, de 0... Je ne sais plus ce que c'était en 2007. 0,50 points de base, on vient de le dire précédemment, c'est exactement ça. Oui, je l'avais dans ma tête, mais 0,50 points de base. Plutôt journée baissière ou plutôt journée haussière ? Plutôt journée haussière ici. On est parti chercher de la liquidité, puis derrière, vous savez ce qui s'était passé. On était rentré dans une grave crise économique par rapport à une bulle, notamment via du crédit défaut swap, qui était directement loué à l'immobilier américain. Subprime. On sait ce qui s'est passé. Je vais vous poser une première interrogation. Est-ce que actuellement vous voyez un signe de bulle spéculative, d'excès globalisé et généralisé sur un secteur donné ? Prenez celui que vous voulez. L'immobilier, les indices, ETF, quoi d'autre ? Qu'est-ce qu'on pourrait trouver ? Pas de géopolitique, vraiment quelque chose qui concerne l'intégralité ou une bulle qui est en train de se passer par rapport à des dérives du système financier. Je rappelle que depuis 2008, le secteur bancaire est le secteur le plus contrôlé sur la planète. Si vous reprenez des indicateurs de risque par rapport à ce qui s'était passé vis-à-vis des sous-jacents ou vis-à-vis des collatéraux qui sont actuellement initiés sur ces marchés dérivatifs, on est 2 fois moins inférieur en termes de pourcentage que 2008. On est supérieur en termes de volume, mais on est 2 fois inférieur par rapport au risque pris vis-à-vis du collatéral. Ça s'explique par l'inflation, par l'augmentation des actifs, par l'augmentation des valeurs, par l'augmentation du prix de l'immobilier, par l'augmentation de tout ce que vous voulez. L'augmentation de la valeur collatéralisée est 2 fois moins inférieure aujourd'hui que par rapport à l'immobilier en 2008. Donc pas de phénomène de bulle très probablement du côté des États-Unis vis-à-vis du secteur immobilier. Mais si vous voyez quelque chose, je vous l'ai souvent demandé, pas de géopolitique, pas de microéconomie, plutôt de la macroéconomie, pour l'instant je vois rien. Sauf si éventuellement au niveau du carry trade qui tourne depuis 1990 et Dieu seul sait à combien des gens et des économistes et des analystes et des traders et des fonds de spéculation ont joué contre ces carry trades, ça fait 30 ans qu'ils perdent ou 35 ans qu'ils perdent. Et franchement, en un claquement de doigts, ça s'est terminé, tout le monde était content, on s'est tapé dans la main, t'as perdu combien ? 4 milliards, c'est pas grave, il n'y a pas de problème. Ça passe comme une lettre à la poste. Donc actuellement, je ne vois pas en réalité ces stigmates. En revanche, on verra au niveau de la technique si oui ou non on doit commencer un petit peu à avoir peur. Croyez-moi, je cherche. Il n'y a pas une journée où j'essaye pas de tendre les yeux, mettre le pointeur sur mes yeux sur quelque chose d'important que j'aurais éventuellement loupé, ou tendre l'oreille sur quels que soient les réseaux sociaux ou à travers d'autres outils que je peux utiliser pour essayer de trouver des choses qui pourraient actuellement s'apparenter à un excès. Je vous le dis franchement, je ne le vois pas. En tout cas, pas dans ce timing-là et pas à l'instant T là. Et partez du principe que même s'il y a eu le pivot de la Fed, on a eu quand même du temps et on aurait pu se retourner. Reprenez à l'époque des subprimes, vous aviez des dizaines, voire des centaines de panneaux à vendre au niveau des terrains et des maisons aux États-Unis, sur tout le territoire. Donc si on ne voulait pas voir, c'est qu'à un moment donné, on avait des œillères, si vous voulez. Bon, les réseaux sociaux n'étaient pas aussi développés, donc aujourd'hui l'information va très très vite et circule très très vite. Donc ce sera très facile en fait de voir ce type de situation-là.
Et ce sera très probablement pas du secteur bancaire pour la simple raison que c'est les plus contrôlés au monde. On revient en arrière. C'était quand? Dernier pivot. Le 3 janvier 2001. Ah, on était déjà dans une zone de rechargement d'achat, on avait déjà fortement dégradé, on sortait d'une bulle, ce qu'on appelle la bulle des dot-com. Et le 3 janvier 2001, la Fed commence à réduire son taux d'intérêt en réponse à l'éclatement de la bulle Internet. Bon, on était déjà dans une magnifique trendline baissière, et puis finalement, une jolie réaction haussière des marchés financiers, mais pour continuer quoi? Un flux baissier, tout simplement. On avait bien cassé des structures, on avait fait des mauvaises structures, notamment mensuelles à ce moment-là. Il ne fallait pas s'attendre à un pivot de la Fed pour pouvoir retourner en V-bottom le truc. Il fallait attendre une consolidation. Les changements de tendance sont toujours les mêmes. Tendance, consolidation, dégradation, consolidation, reprise de la tendance. C'est toujours la même chose. Les trucs comme ça, c'est très très rare. Comme les trucs comme ça, c'est très très rare également. Crack Covid, mais vous voyez bien que très très rapidement, on a tout rattrapé, puisque lorsque la Fed en est le subit, comme nous le subissons, les réactions sont généralement excessives et les marchés s'en gargarisent. On remonte en arrière. Qu'est-ce qui s'était passé 19 octobre, et je dis bien le 19 octobre 1987. Alors là, c'était pas très bon. Donc déjà, on n'est clairement pas dans ce cas de figure, je vous le dis en toute franchise. On avait perdu près de 40%. Le crack de 1987. Qui s'en souvient? On en avait déjà parlé, je vous laisse réfléchir. Bon, vous pouvez aller chercher quelques informations un petit peu nébuleuses. Moi, je vous dis exactement ce qui s'est passé en 1987. C'est que les fonds d'investissement et les hedge funds, qui étaient dans une opacité la plus totale de l'époque, avaient commencé à s'équiper en matériel informatique, notamment du côté de IBM, pour mettre en place des algorithmes très basiques de trading à haute fréquence. Donc, c'était l'émergence à ce moment-là du trading à haute fréquence. Et je peux vous dire qu'il y a eu un bug dans la matrice. Donc, grosso modo, la martingale et l'apparition divine, si vous voulez, des outils informatiques qui remplaceraient tous les humains pour ne jamais perdre et à laisser faire sans entre guillemets blocage ou sans cadre réellement informatique, parce qu'on ne le savait pas à ce moment-là, un petit peu la même idée qu'on pourrait avoir vis-à-vis de l'intelligence artificielle aujourd'hui. On dit, oula, ça va tellement vite que est-ce qu'il ne faut pas la bloquer, est-ce qu'il ne faut pas la contraindre? Bah oui, c'est toujours la mémoire du passé. On avait fait les mêmes conneries, notamment sur les marchés financiers, via les outils informatiques. C'est clairement ce qui s'est passé. Donc c'est un bug dans la matrice, un bug algorithmique. Les premiers bots de trading ou les premiers algos de trading qui ont pété un plomb. Je vous le dis en toute franchise. Donc on pourra me sortir, oui, mais c'était des facteurs de tension géopolitique, économique. Il y avait une surévaluation des marchés, pipeau complet. Regardez 3 semaines plus tard, le truc, 3 ans plus tard, il est parti dans la stratosphère. Donc c'était clairement pas une surévaluation des marchés. Bug dans la matrice. Donc la Fed a réagi de façon extrêmement vive à ce moment-là pour injecter beaucoup de liquidités dans le marché. Et ils ont injecté directement la liquidité dans le marché. Ils n'ont pas reproduit, ils n'ont pas fait marcher la planche à crédit. L'économie réelle n'avait rien à voir avec ce qui est en train de se passer. C'est clairement un bug algorithmique et les banquiers centraux, tout simplement, comme ils ont l'habitude de le faire, sauver le système ou en tout cas collapse le système, collatéraliser le système. Il faut le prendre comme ça. Est-ce qu'on peut repartir un petit peu dans le passé ou pas? Non, pas forcément, parce qu'après, au niveau du titre du Nasdaq, c'était pas, comme il a été ouvert en 1960, dans les années 70, pardon. Si vous reprenez après, on pourrait les reprendre sur les S&P 500, sur les en passant, mais il n'y a pas réellement de comparaison à ce qui est en train de se passer aujourd'hui, hormis éventuellement Paul Volcker, par rapport en 1979, qui annonce un changement radical où il y a eu une dégradation au niveau des marchés. C'était le 6 octobre, et effectivement, on aurait pu peut-être le jouer un petit peu comme ça, mais actuellement, l'inflation est sous contrôle. On n'a pas une inflation à 30%, si vous voulez, ou on ne vient pas d'une inflation délirante. Donc, c'est pas réellement comparable. Est-ce qu'on va réussir à avoir le soft landing? J'en ai pas la moindre idée. Est-ce qu'on va avoir peut-être un dérèglement ou quelque chose dans l'économie? J'en ai pas non plus la moindre idée. Mais partez du principe que je réponds donc à cette première question, et je voulais pas perdre ce fil-là. Ne pensez pas que 0,50 points de base, même si j'ai pu éventuellement l'exprimer à voix haute avec vous il y a quelques jours, peut-être quelques semaines en arrière, est-ce que quelque chose s'est cassé dans l'économie pour en fait passer de 0,25 à 0,50? En fait non, on s'aperçoit que les 0,50 points de base c'est très courant en fait lors du pivot de la Fed. Vous avez compris, sur les 2 dernières fois ou 3 dernières fois, c'était pas 0,25 points, c'était bien 0,50. Et d'ailleurs si vous revenez dans les années 70, que vous regardez comment était piloté, franchement c'est marrant, On parle des économistes et des analystes au doigt mouillé, mais reprenez un petit peu ce qui s'était passé dans le passé vis-à-vis des pivots de la Fed. Voilà comment était traitée la volatilité, si vous voulez, de la Fed à ce moment-là, au niveau des taux directeurs. Franchement, il fallait que les mecs, ils bossent, quoi. Donc, ils justifiaient, tiens, je vais l'augmenter, tiens, je vais le baisser, tiens, je vais l'augmenter, tiens, je vais le baisser. Vous avez compris un peu l'idée.
Enfin, regardez, hein, je pars ici, vous voyez, c'est très rectiligne, c'est très posé, on a l'impression que c'est bien maîtrisé, ces belles lignes noires. La ligne noire, en fait, c'est les taux directeurs américains. Mais si vous reprenez dans le passé, c'est le truc, c'est Snake 2 sur 3310, si vous voulez. On s'est pas trouvé, moi je vais augmenter. Attends, je vais le rebaisser. Je vais le remonter. Attends. Bon, vous avez compris un peu le délire. Les mecs, il fallait justifier un peu leur paye, si vous voulez. Hein. Donc c'est un petit peu différent aujourd'hui, donc on va pas réellement comparer par rapport à ces dystopies vis-à-vis de l'augmentation ou de la baisse des taux directeurs. Parce que c'est clairement au doigt mouillé, hein, je vous le dis en toute franchise. Là, on a l'impression que c'est quand même plus sous contrôle, c'est plus rassurant, parce que ça nous donne plus de visibilité vis-à-vis de la tendance, si vous voulez. Hein, 0,25 sur 0,25, 0,50 par 0,25, on garde un plateau, etc. Merci, tu nous l'as partagé, parce que je l'ai posté en fait directement sur Twitter, et CryptoTor m'a répondu. En fait, dans 87% des cas, la bourse monte lorsqu'il y a un pivot de la Fed dans l'année. Il y a 2 fois où ça n'a pas été le cas. Septembre 2007, et on sait pourquoi. C'était une crise gravissime, et je dis bien une crise gravissime. 2001, on sait pourquoi. L'explosion de la bulle des .com. On va pas se mentir. Enfin, un peu de technique depuis quelques mois, quelques années maintenant, pour la plupart d'entre nous. On a bien compris qu'on était dans un phénomène de bulle, le machin il avait augmenté de 17 000%. Bon, on va pas se mentir. C'était peut-être un petit peu trop exagéré. Donc il y a eu un pivot, très tardif d'ailleurs par rapport à la Fed, puisque la Fed a tout simplement laissé le marché s'auto-équilibrer, hein, s'auto-corriger, si vous voulez, hein, ce qui est complètement sain pour le marché, soit dit en passant. Mais systématiquement avant, donc 89, juillet 95, 84, 80, 74, 70, 67, 60, 57, 54, 29, ça a toujours été haussier. Haussier, voire, en termes de médiane, très haussier. Donc, partant de ce principe-là, si j'enlève le cataclysme de 2007, pourquoi ? Parce que je ne le vois pas. Je le vois pas. Je vous le dis franchement, je ne le vois pas. Vous avez donc 9 chances sur 10, par rapport à ce pivot de la Fed, d'avoir une année positive, bleu-verte si vous voulez, sur les indices. Et j'ose espérer que les cryptos vont surperformer les indices, comme ils l'ont toujours fait sur la cyclicité à chaque post-halving. Est-ce que vous pensez qu'on est dans une bulle actuellement ? C'est ça la vraie question à se poser. 2001. Alors vous allez trouver tous les détracteurs qui vont vous expliquer qu'on est déjà, on a déjà passé la bulle IA, on est déjà au plus haut, je pense qu'on a même pas encore dépassé la moitié. Je vous le dis franchement, au niveau de l'IA, je pense qu'on n'a pas dépassé la moitié. Mais on peut prendre en considération le fait que nous sommes actuellement sur les indices boursiers, sur des Golden Fame, peut-être dans un phénomène de bulle, et beaucoup pourront dire, des économistes, généralement les plus expérimentés d'entre nous, avec un certain âge, nous dira que c'est pas tenable dans le temps, on peut pas avoir des objectifs aussi élevés, les marchés sont beaucoup trop hauts. Bon, avec une inflation de 20% sur 2 ans glissants, bon, j'ai envie de vous dire que c'est direct, vous prenez 20% de plus sur les indices, c'est juste normal en réalité, il n'y a rien de compliqué par rapport à ça. Si on était tous en déflation et que les indices étaient là, je vous dis, il y a un truc qui coince quelque chose quelque part, faites attention. Mais c'est pas ce que je vois. Si vous prenez les perspectives de croissance et ce sur les 2 prochaines années, ça n'a pas bougé au niveau des perspectives de croissance. Si vous prenez les valeurs technologiques, au niveau des PER, on travaille beaucoup ensemble. Les résultats et les attentes des résultats sont canonissimes. Alors je ne sais pas ce qui va se passer au niveau de l'iPhone 7. Est-ce qu'ils vont réussir à le vendre, pas le vendre ? C'était formidable, à Dubaï, encore avant-hier. Si vous regardez, si vous êtes parti chercher l'iPhone, je ne sais pas s'il est sorti en France. Il sort en octobre, mais à Dubaï, il est déjà sorti. Il est sorti la semaine dernière. C'est des ruées de gens qui vont... c'est juste formidable. Donc, je casse un peu du sucre sur le dos d'Apple parce que j'aurais bien aimé qu'ils réinventent un petit peu au moins cette sensation d'avoir un peu de nouveauté dans les mains, quoi. Pas seulement à l'intérieur du téléphone, mais plutôt aussi à l'extérieur du téléphone. Fais-moi rêver. Mais bon, c'est comme ça. En tout cas, les fervents défenseurs d'iPhone ou de Apple sembleraient réellement être encore très, très friands des nouveaux produits et de ces nouvelles technologies. Et ils ont probablement raison. Moi, je ne regarde que les chiffres. Moi, après, ce que je pense, il ne faut pas du tout le prendre en considération. On s'en fiche complètement. On n'en a rien à cirer. Ok, c'est très, très important. Les chiffres ne mentent jamais. D'accord ? Nos opinions peuvent diverger. Et c'est normal. Il faut s'y confronter. Pour arriver à quoi ? À un consensus, tout simplement. J'espère que je vous ai aidé dans cette vidéo. Je vous donne donc avec une grande certitude ce qui va très probablement se passer à 20h aujourd'hui. Si c'est 0,50 points de base, ça va pumper très fort. Et on attendra donc ces confirmations, des clôtures, notamment sur notre ami Bitcoin, avec des belles planètes qui sont bien alignées. Tout ce qui se passe avant, on s'en fiche. Si vous voulez jouer le truc parce que vous êtes super chaud, 59 500 $ peut être un très bon play, voire moyenne mobile ici.
très très sympa aussi à jouer, pourquoi pas. Mais je ne préconise rien, je vous dis ce que je fais. Moi, je ferai rien. Vous avez aussi la moyenne mobile ici, 50 périodes en jaune, qui peut être un point d'appui institutionnel très sympa. Repartir en discussion sur ce petit. Bon, il y a plein de choses qu'on est en train de voir. Trader, je vous fais confiance. Si vous voulez éventuellement partager vos setups ou partager vos plays sur le Discord, vous avez un espace dédié de trading sur le Discord. Vous pouvez partager ce que vous êtes en train de percevoir et ce que vous voulez jouer en bien expliquant et en le détaillant. Si jamais c'est 0,25 points de base, prenez-vous une grosse bougie rouge, donc faites attention à ça. Très probablement que ça va aller extrêmement vite. Et dans les prochains mois, on peut parler de cette année, c'est pas compliqué. On regarde les grandes time frames, on prend du recul, et à vous de me dire dans les commentaires. Est-ce que ça, pour vous, c'est haussier ou est-ce que pour vous, c'est baissier? Bon, je vous le dis franchement, c'est haussier. Je vous souhaite une excellente après-midi. On se retrouve demain dans une prochaine vidéo des rois du Bitcoin.